Bonsoir. L'économie camerounaise peut-elle rebondir après les coups de boutoir du coronavirus et aussi de la crise économique mondiale caractérisée entre autres par la chute des prix des matières premières, notamment du pétrole? Le chef de l'État, lui, y croit, tout au moins, lorsqu'on revisite son message à la nation du 31 décembre dernier où Paul Biya affirme qu'en dépit des difficultés, l'économie camerounaise a conservé une certaine capacité de rebond. Faut-il pour autant croire en une sortie rapide de la crise? Faut-il croire en la possibilité d'avoir un taux de croissance qui tutoie les 8% à terme? Entre le discours et le ressenti des opérateurs économiques, quelle est la vérité sur l'économie camerounaise aujourd'hui? Question à un économiste qui a réfléchi sur le New Deal industriel dans les relations Afrique-Occident. René Martin Tonier, bonsoir. Bonsoir, Ibrahim Cherif. Alors, l'économie camerounaise est-elle finalement en crise ou pas? On ne peut pas le dire, mais il est nécessaire de reconnaître que c'est toutes les économies du monde qui connaissent des difficultés en ce moment. Et vous êtes sans oublier que le monde a été frappé par une crise sanitaire particulièrement violente qui a ébranlé toutes les économies du monde, y compris l'économie du Cameroun. En plus, nous avons notre budget a été ébranlé par les dépenses sécuritaires. Je pense à l'insécurité à l'extrême nord avec Boko Haram. Je pense à la crise anglophone qui secoue le pays. Je pense à l'insécurité transfrontalière. Tout ça a ébranlé nos finances publiques. En plus, ne perdez pas de vue que nous sommes un pays à faible revenu, c'est-à-dire qui n'a pas suffisamment de ressources pour pouvoir financer ses projets de développement en général, et ce, contenu dans la SND 30 dont nous allons parler tout à l'heure. Alors, il se passe que dans le discours officiel, donc, les politiques disent résilience, donc un petit peu d'optimisme quand même, mais les opérateurs économiques disent ça va très mal. La vérité, elle se situe où? La vérité, vous savez, il ne faut jamais alarmer le peuple. Jamais. Jamais. La vérité est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune économie actuellement dans le monde qui se porte bien. Et vous le savez, même l'homme de la rue le sait. Mais comme vous le savez également, l'économie camerounaise a toujours été une économie résiliente. Et récemment, vous savez que le gouvernement a rendu public un document de référence qui va guider son économie pour les 10 prochaines années. La SND? La SND 30. Entendez, Stratégie nationale de développement local, de développement pour les 10 prochaines années. Mais il faut établir un distinguo entre la conception qui incombe à l'architecte qui est le chef de l'État et la réalisation qui incombe à ses ingénieurs, donc à ses ministres. Il est donc, parce qu'en fait, pourquoi je le dis? La construction d'un État que vous voyez est comparable à la construction d'un édifice. À la tête de celui-ci, vous avez un architecte, le chef de l'État, qui conçoit la vision économique du pays. Ensuite, vous avez le Premier ministre, tel un ingénieur en chef qui assure le suivi et l'évaluation et fait des arbitrages. Puis, vous avez le ministre de l'économie qui réalise les préalables, qui réalise la fondation, qui va porter la vision économique du chef de l'État. Et c'est ce qui a fait défaut au DSE, qui a été en fait la première phase de la vision économique du chef de l'État d'un Cameroun émergent en 2035. La SND, c'est le DSE revu et corrigé? Non, pas du tout. Là, en fait, la première phase, en fait, la SND est la deuxième phase de la vision économique du chef de l'État, qui est celle d'un Cameroun émergent en 2035. Le DSE n'était que la première phase. Voilà. Donc, je disais que pour les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est urgent, pour qu'on ne connaisse plus les mêmes problèmes de réalisation avec le DSE, que le ministère de l'économie fasse désormais son véritable travail. Parce qu'en réalité, en rédigeant le DSE puis la SND 30, le ministère de l'économie n'a fait que détailler et rassembler les éléments détaillés de la vision économique du chef de l'État. Donc, désormais, le véritable travail du ministère de l'économie doit commencer. Lorsque vous avez la chance d'avoir un architecte comme le chef de l'État, Paul Biya, qui pense grand et conçoit
un édifice à plusieurs étages. Donc, qu'on soit une vision économique comme la SND 30, c'est-à-dire la vision Cameroun émergent en 2035 soutenue par la SND 30, vous ne pouvez pas poser cet édifice sur n'importe quelle fondation. Sinon, l'édifice s'écroule, sinon vous n'atteignez pas les objectifs. René Martin Tonnier, merci de répondre ainsi à nos questions. Vous répondrez également aux questions des internautes compilées par Elvis Mbimba. Pour vous et pour nous, actualité hebdo, sons et images de la semaine qui s'achève. Un retour sur le message du président de la République à la nation. Comment Paul Biya explique-t-il la capacité de rebond de l'économie camerounaise? On va le voir tout à l'heure. La semaine politique et sociale de Séverin Alégambélé et de Rodrigue Bertrand Tueno. Les listes électorales, les attentats et autres violences dans le nord-ouest, dans l'extrême nord et ailleurs également. Le coronavirus et l'annulation des cérémonies de présentation de vœux au chef de l'État et puis le top départ pour le budget 2021 du Cameroun. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. La suite de l'émission, c'est dans un tout petit instant. Notre invité, René Martin Tonnier, économiste. A tout de suite. René Martin Tonnier, le président de la République, lorsqu'on l'écoute dans son message, a l'air bien optimiste pour cette économie camerounaise-là. Vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas alarmer le peuple. Cet optimisme-là, il se base sur quoi il se fonde? Je vous ai dit qu'il y a un document, cadre de référence de la vision économique du Cameroun pour les 10 prochaines années. Mais c'est sur ce document que se base le président. Parce que le président, lui, je vous ai dit qu'il est comme un architecte. C'est-à-dire que si la SND marche, cette économie-là décolle, c'est ça? Bien sûr. Vous savez quels sont les axes de la SND? Modernisation de l'économie du Cameroun. Et il faudrait qu'on atteigne un taux de croissance de 8%. Le président de la République l'a rappelé récemment. Et cela est possible d'atteindre le taux de croissance de 8%. Je vais vous dire une chose actuellement. Je vous ai dit, je le redis et je le répète, établissons un distinguo entre la conception qui incombe à un chef de l'État et la réalisation qui incombe à ses ingénieurs, donc à ses ministres. Savez-vous qu'actuellement, si le ministère de l'économie est transformé en un moule de structuration de la pensée économique qui va fabriquer les préalables, savez-vous que nous pouvons au Cameroun, industrialiser le Cameroun. Lorsque vous dites moule de transformation de la pensée, on est en plein discours, j'allais dire théorique. C'est quoi exactement? C'est très simple, c'est des préalables qu'il faut bâtir. Ce moule doit construire le premier préalable que ce moule doit construire. Ça veut dire qu'il faudrait que ce moule ait la capacité de construire, de produire des préalables économiques. En réalité, ils sont deux pour pouvoir réaliser l'industrialisation au Cameroun, parce que c'est possible. Vous transformez ce ministère, vous réalisez 4 choses au Cameroun. Vous industrialisez le Cameroun, vous êtes capable de mettre un terme au mauvais état des routes en terre dans tous les quartiers et villages du Cameroun, vous êtes capable de donner de l'eau potable aux Camerounais dans toutes les localités villageoises, vous êtes capable de reconstruire, d'aménager les quartiers précaires et au préalable de recaser les populations dans les banlieues aménagées. Et en tenant compte de ce qu'on pourrait appeler la crise économique ambiante et d'une certaine pauvreté, il n'y a pas assez d'argent, on prend de l'argent où pour faire tout ce que vous annoncez ou tout ce que vous... Justement, c'est pour ça que je vous disais qu'il faudrait qu'il y ait des préalables. C'est-à-dire que lorsque vous avez donc une vision aussi ambitieuse que celle du chef de l'État, qui est celle d'un Cameroun émergent en 2035, effectivement, vous avez besoin de pondre, de fabriquer des préalables, justement pour libérer des ressources budgétaires. Parce que je sais que les gens pensent à l'endettement directement. Mais seulement la SND 30, nous sommes à 37 500 milliards qu'il nous faut pour financer les infrastructures de la SND 30. Et il n'est pas évident de pouvoir trouver cet argent. Donc la seule façon de trouver cet argent, c'est donc que le ministère de l'économie puisse réaliser les préalables. Le premier préalable à réaliser, c'est des modèles économiques qui sont en adéquation avec les ressources budgétaires d'un pays à faible revenu comme le Cameroun, dont le budget d'investissement est à peine de 2 milliards d'euros. Celui de cette année de 1352 milliards, c'est à peine 2 milliards d'euros, même pas le budget d'une commune. Et de quelques... Pas d'une commune camerounaise. Non, commune en France, par exemple, un pays que nous connaissons le mieux. Voilà. En plus, nous comptons également sur quelques, comment vous appelez ça, quelques fonds issus de l'endettement.
Mais pour que cela soit possible, il faudrait qu'on ait donc des modèles économiques, que le moule au ministère de l'économie puisse produire les modèles économiques qui sont en adéquation avec Qu'est-ce qui devrait être la priorité? Industrialisation? Mais bien sûr, quand vous parlez de la transformation structurelle de l'économie, c'est un grand mot. Vous qui parliez de théorie tout à l'heure, le vrai mot derrière, c'est l'industrialisation. En fait, si vous allez donc au deuxième préalable, c'est la modification, la diversification, la structure de l'appareil de production du Cameroun. Parce que vous ne pouvez pas faire décoller un pays en exportant des matières premières. Et dans le cas du Cameroun, nous en exportons 5. Le pétrole, le cacao, puis le café, qui représente 82% de nos exportations. Si vous ajoutez la banane, puis le coton, vous faites 100%. Vous ne développez pas un pays avec ça. Et tous ceux qui ont en charge la réalisation de la SND 30, la vision du chef de l'État, savent que l'économie est une science, qu'on ne développe pas un pays, qu'on ne transforme pas structurellement l'économie d'un pays en exportant des matières premières brutes. René Martin Tonien, je vous propose d'écouter le président, un morceau choisi du message à la nation du président de la République. Nous le commenterons tout à l'heure. Voici le chef de l'État. Il est prévisible que notre taux de croissance, qui s'était stabilisé autour de 4% au cours des dernières années, subisse une nette érosion en 2020 et que l'inflation reparte légèrement à la hausse. L'impact du ralentissement de l'économie mondiale et l'évolution de notre situation nationale, notamment en ce qui concerne l'augmentation des dépenses de sécurité, y ont sans doute contribué. Néanmoins, il apparaît qu'en dépit des difficultés, l'économie camerounaise a conservé une certaine capacité de rebond. Grâce à l'appui de nos partenaires internationaux et dans l'hypothèse d'un recul de la pandémie, il est alors permis de penser qu'une reprise est possible dans les mois à venir. Dans cet esprit, je voudrais maintenant appeler votre attention sur le lancement récent de notre stratégie nationale de développement, SND, qui remplace le document de stratégie pour la croissance et l'emploi, DSCE, arrivé à son terme. La stratégie nationale de développement définit les grands axes de notre planification jusqu'en 2030. Ce document tire les leçons des expériences passées et fixe de nouveaux objectifs pour la décennie à venir, notamment une transformation structurelle de notre économie et un développement inclusif. René Martin Tonien, vous partagez cet optimisme-là du président de la République? Lorsque vous voyez le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, vous vous dites, bon, on annonce un taux de croissance à 8%, c'est faisable, on annonce un certain nombre de chantiers qui pourraient être lancés. Dans le contexte coronavirus, crise mondiale et tout cela, vous vous dites, c'est possible? Je dis encore, c'est possible à une condition. Que le ministère de l'économie fasse un véritable, je le dis encore. Vous en faites une fixation? Mais bien sûr, parce que l'économie est une science, mon cher. L'économie est une science. Vous ne pouvez, je vous ai dit, la vision, c'est-à-dire la construction d'un État est comparable à la construction d'un édifice. Le chef de l'État a une vision. Mais pour matérialiser cette vision, il faut une fondation. Pouvez-vous construire une maison, un édifice sans fondation? La personne, le département qui est en charge de bâtir la fondation de l'édifice du chef de l'État s'appelle le département, le ministère de l'économie au Cameroun. Et c'est valable dans tous les pays. Autre inquiétude, si j'ose dire. Alors, d'aucuns disent que le coronavirus, la pandémie, en ce moment, est venue plomber tous les efforts, pas seulement du Cameroun, mais de plein d'autres pays à travers le monde. Mais d'autres disent, à contrario, que ça pourrait être une opportunité pour nos économies. C'est quoi? C'est un rêve éveillé où on se dit, non, on sort de là en étant plus grand? C'est très compliqué. Vous sortez de là en étant plus grand lorsque vous avez une économie de production. Pour l'instant, nous n'avons pas encore une économie de production. Je vous prends un cas pour ceux qui le disent. Vous avez vu la Chine. La Chine a tiré son épingle du jeu.
pendant le coronavirus et va encore davantage tirer son épingle du jeu, pendant que les autres, mais parce que la Chine a un appareil de production. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il est important de modifier et de diversifier la structure de l'appareil de production du Cameroun. Alors là, ça sera possible. Mais je dis, on ne peut pas le faire sans les préalables. Coronavirus, notre contexte actuel, sur le plan, j'allais dire économique, comment en sortir? Si vous vous dites, oui, nous n'avons pas une économie de production, ok, mais comment on fait pour s'en sortir là? Mais par la résilience. Et l'économie camerounaise a montré par le passé qu'elle était. Ça, c'est aussi un grand mot. Résilience, c'est quoi exactement? C'est la résistance, la capacité à résister au choc. C'est ça la résilience que nous impose une conjoncture, par exemple. Et ça, l'économie du Cameroun, pour ce plan, vous voyez tous les petits bonhommes qui sont là, les débrouillards. Et ça étonne même souvent les économistes qui disent, mais le secteur informel, il faudrait qu'on le combatte. Mais au Cameroun, je vous assure, c'est ce secteur informel qui porte même notre économie, bien que ça pénalise les caisses de l'État. Par exemple. Parce qu'en réalité, c'est des gens qui échappent à la comptabilité nationale. Voilà. Paye pas d'impôts. Paye pas d'impôts. Mais c'est eux, justement, qui permettent à notre économie d'être une économie résiliente. Mais je dis encore une fois, vous n'avez pas une autre possibilité de vous en sortir dans un tel contexte, c'est de pouvoir transformer votre économie en une économie de production. Et en contexte de crise, oui, l'arme secrète du Cameroun, c'est quoi? C'est le caractère, j'allais dire, diversifié de son économie. Bien sûr, bien sûr. Ça nous aide énormément. Même si nous ne produisons pas réellement au sens classique du terme. Mais en réalité, c'est la diversification de notre économie qui nous permet de résister. Vous n'avez qu'à voir tout ce que nous mangeons. Moi, j'ai sillonné le monde entier dans le cadre de mon travail. Mais au Cameroun, il n'y a qu'au Cameroun où vous pouvez avoir un plat dans chaque localité du Cameroun. Et vous savez, Dieu seul sait combien de localités nous en comptons. Dans chaque localité, je suis sûr que vous avez un plat chez vous que moi, je n'ai pas chez moi, dans mon village, à Macondo ou bien à Ngambé. Alors, il y a autre chose. Alors, les gens disent, si les choses vont si mal chez nos partenaires occidentaux, ça devrait être peut-être pire chez nous, non? Logiquement. Oui, parce qu'en fait, nos économies, nous comptons, je vous ai dit tout à l'heure que nous comptons en dehors de notre, nous n'avons pas grand-chose. Nous exportons la matière première. Bien sûr, mais à combien? Je vous ai dit, l'économie, c'est une science. Aucune économie ne s'est développée en exportant brut, c'est matière première. C'est pas possible. En réalité, ce qu'on y gagne, c'est du menu frétin. C'est les autres qui transforment, qui gagnent quelque chose dedans. Il y a de la valeur ajoutée bien dans sûr, ce qu'ils nous vendent. Bien sûr. Puisqu'ils nous le revendent. Bien sûr, bien sûr. La valeur ajoutée exactement, c'est quoi? C'est ce yen du japonais, ce dollar de chaque Américain, cet euro de chaque Européen qui réussit à gagner une économie chaque fois qu'elle place un produit sur ce marché. Donc vous avez raison. Si on prend le cas de l'Afrique centrale, est-ce qu'on peut s'adosser sur la sous-région pour booster notre économie? Non, pas du tout. Vous savez bien que le capitaine de la sous-région s'appelle le Cameroun. Lorsque la locomotive elle-même souffre, ce n'est pas les wagons. Les autres sont des wagons. Si on devenait par exemple le fournisseur, j'allais dire de la sous-région, au niveau par exemple des denrées alimentaires et peut-être d'autres produits finis ou semi-finis, est-ce que ça ne nous permettrait pas d'aller de l'avant? Oui, ça nous permettrait. Mais pour l'instant, nous n'avons que des produits agricoles que nous pouvons proposer. Mais vous savez que le corona est venu faire beaucoup de mal. Les frontières étaient fermées, vous n'aviez qu'à aller à Kiossi. Moi, j'ai suivi un reportage sur vos antennes, il y a peut-être 2 mois, où les gens pleuraient, c'est-à-dire toute l'économie frontalière était en souffrance. Donc, effectivement, ce serait une piste importante. Il est important qu'on ouvre, parce qu'en fait, les frontières, c'est vrai, on a été frappé. Mais vous remarquez qu'on a été moins frappé que l'Occident l'a été avec le coronavirus. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire fermer les frontières. Entre les voisins, il faudrait les ouvrir, pour qu'il y ait donc la libre circulation des biens et des personnes que prône la CEMAC entre les États. Alors, installé donc à ce genre de carrefour-là, vous avez le Nigeria d'un côté, les pays de la sous-région Afrique centrale de l'autre, vous avez plus ou moins le Cameroun au milieu. Est-ce que ce n'est pas un atout? Un véritable atout. Je vous parlais tout à l'heure, vous allez même en réalité, vous voyez le Nigeria, le voisin Nigeria, presque 200 millions d'habitants. J'ai toujours pleuré. J'ai toujours dit, voilà un voisin, voilà un marché que nous devons exploiter. Ce que nous produisons qu'il consomme. Et décupler, multiplier cette production au Cameroun pour que les caisses de l'État s'améliorent, pour que notre balance courante s'améliore. En dehors de cela, quand vous parlez de la position géographique du Cameroun, voilà un atout. Quand je vous me parlez de fixation au ministère de l'économie tout à l'heure. C'est un atout que nous devons mettre en valeur,
que nous devons mettre en évidence auprès des Occidentaux, qui pensent d'abord à leurs intérêts. Si vous voulez industrialiser le Cameroun, parce que je vous ai dit, c'est là le nœud. On va beau bavarder comme nous voulons, Ibrahim Chérif. Si vous voulez résorber le chômage, si vous voulez relancer la croissance, vous êtes obligé de créer des emplois. Si vous voulez créer des emplois, vous êtes obligé d'industrialiser le Cameroun. C'est un cycle vertueux. Donc je disais que la position géographique du Cameroun est un atout que nous devons mettre en évidence. Savez-vous qu'aujourd'hui, avec ce que j'ai proposé dans mon ouvrage, ce qu'on a, le New Deal industriel, stratégie et politique économique, avec lequel j'ai sillonné le monde, j'ai rencontré tous les investisseurs, tous sont unanimes que j'ai touché du doigt là où il fallait toucher. C'est-à-dire comment contourner la problématique des enjeux géostratégiques de l'industrialisation qui bloquent l'industrialisation de l'Afrique, qui bloquent la mise en œuvre de nos PDI. J'ai appelé ça la délocalisation industrielle. C'est-à-dire qu'il faudrait, ce n'est pas une délocalisation directe, une délocalisation indirecte. Parce qu'avec la délocalisation directe, ça ne marche pas aujourd'hui. D'ailleurs, les Occidentaux eux-mêmes sont en train de demander que leurs entreprises qui sont partout soient rapatriées. Donc vous ne pouvez pas leur demander aujourd'hui d'aller prendre des entreprises qui sont chez elles pour vous envoyer chez nous, chez vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais la ruse, c'est-à-dire ce que j'ai appelé la délocalisation indirecte. Ça veut dire que la délocalisation et l'éclatement des chaînes de valeur, des entreprises occidentales qui existent déjà en Asie et les transférer au Cameroun. Donc les matières premières proviennent d'Afrique et les produits finis destinés au marché européen et au marché africain. Parce que si vous réussissez à mettre en évidence ces avantages comparatifs, notamment la position géographique du Cameroun, vous allez prouver scientifiquement aux Occidentaux parce qu'ils ne raisonnent qu'à leur intérêt. Ils veulent minimiser les coûts de production et améliorer les bénéfices, c'est-à-dire les profits. Donc si vous leur montrez que du point de vue des coûts de production, ils vont les aménuiser par la position géographique du Cameroun, c'est-à-dire au lieu que les matières premières quittent l'Afrique et partent en Occident pour produire les biens appartenant aux Occidentaux, ces matières premières n'y feront plus 18 000 km. Les matières premières feront à peine 6 000 km. Et les produits, pareil, pour aller vendre en Occident. Alors que les mêmes produits, si les entreprises occidentales sont produits en Asie, pour partir de l'Asie, ils feront 18 000 km x 2. Donc Asie, Europe, Asie, Afrique. C'est 18 000 km. Alors qu'au cœur de l'Afrique ici, même si les matières premières partent par exemple de l'Afrique du Sud, pour le Cameroun, c'est à peine 3 000 km. Mais si on vous dit on n'invente en réalité pas la roue, oui. La Chine le fait déjà. Mais bien sûr, c'est pour ça. Et d'autres pays asiatiques. Oui, mais c'est pour ça qu'il faudrait qu'on rentre dans la danse. Nous n'avons, et M. Ibrahim Chérif, vous n'avez pas actuellement de technologie. La technologie ne se transfère pas, elle se copie. C'est ce qu'ont fait les Asiatiques. À un moment, savez-vous que la Chine, pour qu'elle s'industrialise, a accepté même donner ses matières premières pour rien. Et donner sa main-d'œuvre, bon emploi, bon marché. Nous, au Cameroun, nous n'avons pas une autre possibilité. Si on vous dit aujourd'hui qu'on peut délocaliser de l'Europe vers l'Occident, c'est impossible. Les chefs d'État occidentaux, les dirigeants occidentaux ne l'accepteront jamais. Mais à partir par la ruse, ça veut dire que quoi? On demande aux Occidentaux, et c'est ce que moi j'ai fait. J'ai sillonné le monde. J'ai rencontré, je vous ai dit ce que je fais dans le programme de croissance des développement économique. Nous faisons ce qu'on appelle la réflexion sur la croissance et la vision prospective de l'économie camerounaise pour les bailleurs de fonds occidentaux. Donc je leur ai expliqué que vous ne pouvez pas nous demander de vous donner des informations sur le Cameroun, sur le plan économique, d'analyser l'économie du Cameroun, alors que vous ne nous aidez pas. Ils m'ont dit, le seul problème, c'est proposer-nous quelque chose qui va contourner la problématique des enjeux stratégiques de l'industrialisation. Donc, est-ce que nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous garantit qu'en vous laissant vous industrialiser, nous aurons davantage les matières premières? Je leur ai dit, mais c'est très simple en ce moment. Prenez donc vos entreprises qui consomment déjà des matières premières en Asie, amenez-les en Afrique, ou bien éclater des chaînes de valeur de ces entreprises, amenez-les en Afrique, notamment au Cameroun, afin que le Cameroun fasse état de tapilote, et vous verrez que ce seront les mêmes matières premières qui produisaient vos biens en Occident, qui vont produire vos biens au Cameroun. René Martin-Tonien, voici à présent notre semaine politique, telle que vue et commentée par la rédaction. C'est une synthèse de Séverin Alekambele. La confirmation est venue cette semaine du Palais de l'Unité, sous la plume du ministre directeur du cabinet civil, les chefs des missions diplomatiques, les représentants des organisations internationales basées au Cameroun, les corps constitués nationaux, opérateurs économiques et responsables d'institutions publiques et privées ne pourront pas cette année se soumettre
au rituel de présentation des vœux de Nouvel An au chef de l'État. Les cérémonies ont été déprogrammées en raison des mesures barrières adoptées par le gouvernement camerounais pour freiner la propagation de la maladie à coronavirus. De l'avis du diplomate de carrière Paul Batibonak, directeur du Centre de recherche d'études diplomatiques internationales et stratégiques, il y a derrière cette décision la volonté de rester consistant et conséquent. Les autorités de Yaoundé ont choisi de mettre de côté ce rituel républicain, ce lieu de mémoire diplomatique, pour garder la ligne du message de fin d'année du chef de l'État en rapport avec la lutte contre le Covid-19. Un message qui rappelle que la sécurité des personnes et des biens reste une préoccupation majeure. La preuve, le 5 janvier dernier, un attentat perpétré au lieu dit Acha, dans le département de la Momo, région du Nord-Ouest, a fait 5 victimes, parmi lesquelles des éléments des forces de défense et de sécurité et un civil. La triste nouvelle du meurtre brutal de 5 Camerounais qui accompagnait le préfet de la Momo, qui est allé en Jikoyandek installer les sous-préfets récemment nommés. Je voudrais, au nom du chef de l'État du gouvernement, adresser leurs condoléances les plus attristées aux familles éplorées, réassurer l'ensemble des populations de la région du Nord-Est que la situation est globalement sous le contrôle des forces de sécurité et de défense et que des instructions ont été données pour que les auteurs soient retrouvés et sanctionnés conformément aux lois et règlements de la République. Le climat d'insécurité ingénieusement entretenu n'arrête pas, malheureusement, le processus électoral en cours. Par un décret présidentiel du 4 janvier dernier, le collège électoral de la circonscription de la Menoua, région de l'Ouest, est convoqué le dimanche 4 avril 2021 à l'effet de procéder à l'élection des représentants du commandement traditionnel. Cette élection partielle fait suite à une bataille juridique engagée au lendemain de la publication des listes électorales par Elections Cameroun. Par conséquent, le scrutin n'a pas eu lieu le 6 décembre dernier comme partout ailleurs. Elecam a cependant procédé cette semaine à Garoua au lancement des opérations de révision des listes électorales. L'enjeu, c'est de faire en sorte que les personnes qui ont atteint l'âge de s'inscrire, c'est-à-dire que 20 ans, puissent s'inscrire, et celles qui, ayant plus de 20 ans, ne l'ont pas encore fait, puissent le faire. Nos attentes, c'est de mobiliser davantage les électeurs pour qu'ils viennent s'inscrire, ceux qui ont 20 ans, surtout les jeunes, parce que nous avons besoin des jeunes pour qu'ils se forment déjà à ce devoir civique très important. Elecam est résolu à aller au-delà des 7 millions d'inscrits. Il faut franchir le cap des 10 millions de personnes enrôlées. René Martin-Tognet, après Séverin Alégambélé, je vous fais part maintenant des questions que vous ont posées les internautes dans le cadre de la préparation de cette émission. Questions rassemblées par Elvis Mbimba. Le premier internaute, Wallace Binyam, dit: quelle peut être la contribution de la Sonamine pour la projection de l'économie camerounaise dans les années à venir? La Sonamine, nouvelle entreprise, sorte de SNH Mine, si l'on peut dire. Tout à fait. Elle sera certaine. Première contribution, c'est que ça va nous permettre déjà au Cameroun d'être conforme à l'ITIE, à l'initiative de transparence des industries extractives. Deuxième contribution, c'est qu'actuellement, aller à l'Est, vous verrez que c'est chacun, les Chinois, n'importe qui exploite comme ils veulent. Au moins, ça va ordonner cette exploitation. Et dorénavant, les caisses de l'État seront renflouées directement. Ce n'est plus... Deuxième question de Jean-Paul Mbida. Il dit: la stratégie nationale de développement 2020-2030, on y revient, peut-elle amener le Cameroun à son émergence en 2035? La SND, c'est le passage obligé pour 2035? Bien sûr, c'est le passage obligé. Mais j'ai dit encore, c'est un édifice. Il faut établir un distinguo entre la vision, la conception et la réalisation. Ici, le chef de l'État, comme architecte, a fait son travail. C'est maintenant à ses ingénieurs de réaliser l'édifice. Troisième question, Zibama, alias Général, dit: quel est le levier que pourrait appuyer l'État pour combler son déficit budgétaire dans le contexte de crise sanitaire et sécuritaire qui est celui du Cameroun aujourd'hui? En modifiant les modèles économiques. Il n'y a pas autre chose. Il faut modifier
les modèles économiques. C'est ce que j'ai même dit tout à l'heure. Il faut repenser les modèles économiques. C'est quoi? Aller s'endetter à l'étranger? Non, pas du tout. Le modèle économique, je vous prends un cas pour la réalisation des infrastructures. Je vous ai dit par exemple pour réaliser les routes en terre au Cameroun. Il faudrait qu'on puisse créer des pôles d'engins au Cameroun. Un pôle d'engins pour chaque département au Cameroun. Ça va vous libérer les ressources budgétaires qui vous permettront de financer d'autres secteurs. Nous sommes unanimes qu'il faudrait créer un pôle d'engins au Cameroun par département et donner donc ces pôles d'engins de façon rotative aux municipalités pour désenclaver les bassins de production agricole et arranger les routes dans tous nos quartiers et villages. Ça, c'est possible. Quatrième question, Aristide Marandi dit le Covid-19 aura-t-il un impact sur les emplois au Cameroun? Sera-ce grave? Quid du secteur pétrolier? Quelles pourraient être les conséquences de toute la crise sanitaire que nous vivons en ce moment à terme? Tous les secteurs sont touchés. Tous les secteurs. Parce qu'en fait, quand les gens en parlent, ils ont l'impression que c'est une affaire qui concerne le Cameroun. Je dis tous les secteurs. Quand ils vont même très loin, regardez la restauration. Partez dans toute la ville, tous les restaurants fermés. Le secteur hôtelier mort. Et ce n'est pas seulement dans le cas du Cameroun, c'est partout comme cela. Une dernière question d'internaute, Gérard Massoma. Dans un pays en manque d'infrastructures, quel pourrait être l'apport des BTP à la croissance de l'économie camerounaise? Très bonne question. Et il revient à la question tout à l'heure dont je parlais. Des modèles économiques donc, qui vous permettent donc, de créer un pôle d'engins par département. Vous créez un pôle d'engins par département. Ça fait que vous n'irez plus louer les engins. Vous n'aurez plus jamais, et ça c'est possible. Le ministère de l'économie peut justement encore une fois aider le FEICOM à planifier son budget sur un programme spécifique de 6 années. Et vous libérez chaque année 20 milliards de francs CFA, parce que chaque pôle d'engin peut être financé à 2 milliards de francs CFA. Pour 58 départements, vous avez à peine 116. Or, le FEICOM, si vous planifiez, le ministère de l'économie aide le FEICOM à planifier son budget sur la base d'un budget programme sur 6 années, le FEICOM vous met de côté 120 milliards. Et vous financez donc un pôle d'engin. Et un pôle d'engin, je le dis, j'insiste dessus, à 4 unités. 1. Unité d'engin lourd de BTP pour les routes. 2. Unité de grue et d'échafaudage, parce que je vous ai parlé des quartiers précaires qu'il faut aménager. Il faut une unité de grue et d'échafaudage. Une unité de forage, donc une foreuse par département, vous permet de creuser les trous parce qu'il y a forage pour créer de l'eau potable. Et unité de mécanique agricole. Donc ça fait que chaque mois, on donne pendant 30 à 45 jours dans un département, le pôle d'engin à une municipalité, elle vous fait les routes, elle vous donne de l'eau potable, elle vous libère et dégage les grands espaces agricoles et mécanismes d'agriculture. Voilà en quoi le BTP peut contribuer à améliorer notre économie. Je vous propose maintenant une troisième halte dans cette émission pour parler de notre semaine sociale, le budget, la rentrée du deuxième trimestre, le coronavirus et le Chan 2020 qui arrive. La semaine sociale est signée Rodrigue Bertrand-Tuel. Élèves et écoliers ont repris lundi le chemin des campus scolaires. Normal, et ils avaient rendez-vous avec le deuxième trimestre de l'année scolaire. Une étape charnière avec des objectifs à atteindre par l'administration et le corps enseignant. Nous sommes partis de 8 heures de cours par jour à 5 heures de cours par jour avec le système de mi-temps. Ces 3 heures doivent être récupérées pendant ces périodes où ils sont à la maison. Nous serons obligés, surtout dans les classes certificatives, d'instaurer les cours les samedis et d'accorder les heures de rattrapage à ceux des enseignants qui accusent beaucoup de retard. En rapport avec le Covid-19, le respect des mesures barrières était de rigueur, comme si le milieu éducatif était au courant de la reprise des contaminations au sortir des fêtes de fin d'année. Révélation des autorités de la santé publique mardi dernier. Quand on sort des fêtes, nous sommes en train d'observer qu'il y a une légère augmentation des cas et également des décès qui sont en cours d'investigation au niveau du septentrion de manière générale. Alors, pour ce qui est des décès, qu'est-ce que l'on note particulièrement? Bien, il faut noter qu'il y a eu un petit remue au niveau d'un décès dans la Damawa et les autorités ont dû intervenir et des investigations approfondies sont en train d'être menées pour
essayer de circonscrire le cas avec les contacts pour éviter de propager également le Covid dans cette région-là. Et au niveau des contaminations, est-ce qu'il y a du mouvement déjà observé? Il y a des mouvements observés parce que quand on regarde les données d'il y a 2 jours par exemple, on avait environ 83 nouveaux cas et c'est quand même assez significatif quand nous connaissons que de manière générale dans le septentrion, on n'a pas souvent eu ce nombre de cas positifs. Une information qu'intégrera aussi le comité d'organisation du CHAN, dont la dernière ligne droite des préparatifs s'est négociée cette semaine dans les différentes villes d'accueil de la compétition, comme Douala, à titre d'illustration. La ville se prépare depuis un certain temps à accueillir le CHAN. Nous avons déjà commencé à travailler avec les commerçants et autres pour que les façades des maisons soient repeintes. Nous avons mis une veille permanente sur le réseau routier. La même chose sur l'éclairage public. Bien entendu, nous avons mobilisé notre partenaire, Isacam, pour ce qui concerne les ordures. Mais aussi au niveau des clubs dont certains, déjà présents sur le territoire camerounais, ont disputé un tournoi préparatif au cours duquel, avec un match nul et 2 défaites, les Lions A' inquiétaient les supporters. Pour assurer une bonne couverture médiatique de leurs prestations et de l'ensemble du tournoi, le top management de la Cameroun Radio Television a organisé, en partenariat avec Canal+, un séminaire de rafraîchissement des capacités pour ces journalistes sportifs avec un contenu collant aux attentes. On va travailler sur des matchs, y compris des anciens matchs du CHAN, de la CAN, faire des exercices de commentaires, essayer de préparer des duos. Le directeur général de la CRTV a exhorté ses collaborateurs à privilégier les passes décisives mutuelles et non les raids solitaires. Un esprit d'équipe valable aussi pour les exécutants du budget 2021 dont le top départ a été donné cette semaine. Le journal des projets, riche de 405 pages, indique les 5 axes majeurs qui guideront l'investissement des ressources. Les infrastructures et la production se taillent la part du lion avec 74%. Voilà la semaine sociale telle que vue par la rédaction centrale TV de la CRTV. René Martin Tognet, à côté de vos activités, parmi vos activités, si j'ose dire, vous êtes à la tête de la cathèdre de PCDE, le programme de croissance et de développement. À quoi est-ce qu'il renvoie ce programme pour le Cameroun, par exemple? Justement, notre mission principale au programme de croissance et de développement économique, c'est la réflexion sur la croissance et la vision prospective de l'économie camerounaise pour le compte des bailleurs de fonds internationaux. Parce que les Occidentaux que vous voyez sont d'abord des gens cérébraux. Vous êtes quoi, une sorte d'espion? Non, pas du tout, pas du tout. C'est un travail purement intellectuel. Non, les Occidentaux, en fait, c'est des gens rationnels. Avant de venir investir dans ce pays, ils se disent, bon, le discours officiel, c'est beau. Mais il faudrait une structure qui est neutre, donc qui est entre l'État et eux, pour leur donner la bonne information. Nous, on n'a aucun intérêt à mentir. Donc nous donnons la photographie réelle de l'économie du Cameroun. Et quand je vous parlais de la Russe tout à l'heure, vous m'avez demandé... Si on vous dit patriotisme, qu'est-ce que vous répondez? Oui, mais je réponds que le patriotisme commence par l'objectivité. Vous ne pouvez pas, si vous mentez, les bailleurs de fonds, ils iront travailler avec quelqu'un d'autre. Ça vous donne l'impression qu'il y a un travail qui est fait, qui intéresse ou qui profite, si j'ose dire, au Cameroun? Beaucoup, ça attire les fonds. Je vous ai dit que c'est des gens rationnels. Quand ils sont sûrs qu'ils ont la bonne information sur ce que deviendra l'économie du Cameroun demain, ils peuvent investir. Personne ne place son argent à vue. Tout le monde veut savoir qu'est-ce que son argent, à quoi ça va servir demain. Quelles seront les retombées de son argent. Et c'est ça notre rôle, de donner la bonne information aux bailleurs de fonds, leur dire, voilà dans tel secteur vous pouvez investir, voilà ce que deviendra l'économie du Cameroun demain, ainsi de suite. Et sur cette base, ils investissent. Et à propos de bonne information pour les bailleurs de fonds, justement, oui. Si on vous dit dans quel secteur on doit investir aujourd'hui au Cameroun, bailleurs de fonds, vous répondez quoi à ces J'ai répondu à cette question dans le New Deal industriel. Il faut industrialiser le Cameroun. C'est-à-dire qu'il faut transformer ce que vous appelez, parce que vous parlez de théorie tout à l'heure, la transformation structurelle de l'économie. Ce n'est rien d'autre que la modification, la diversification. Vous dites industrialiser. Qu'est-ce qu'on industrialise? Les matières premières locales agricoles ou alors les matières premières... Oui,
Je comprends votre question. Qu'est-ce qu'on Même on peut commencer, je dis... On ouvre des aciéries ou alors on les matières premières que nous produisons. Tout ce que nous rentrons dans... de mangue ou d'orange. Non, ça on peut le faire. C'est pas mauvais. Et ça, c'est même rien. On n'a même pas besoin de bailleurs de fonds pour transformer nos produits agricoles. On n'a pas besoin de bailleurs de fonds pour transformer nos produits agricoles. Quelques machines vous permettent, vous mécaniser l'agriculture, vous donnez des machines. Moi, par exemple, je vous prends le cas. Ce que j'ai dit aux bailleurs de fonds, je vous ai dit, tout c'est la ruse. Pour eux, tout ce que nous devions faire au programme de croissance et de développement économique, c'était de leur donner des informations, des analyses sur l'avenir de l'économie du Cameroun. Je leur ai dit non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas nous demander de vous donner des informations sur la croissance du Cameroun. Il n'y a pas de croissance sans emploi. Il n'y a pas d'emploi sans croissance. C'est un cycle vertueux. Donc permettez-nous, donnons-nous quand même quelques financements, ouvrez une ligne budgétaire chez nous qui va nous permettre de financer des projets. Donc pour des jeunes, pour des gens qui peuvent nous prouver qu'ils ont un projet qui peut employer 5 personnes, nous finançons. Et les financements sont passés cette année à 3 milliards de francs CFA de subventions gratuites que nous donnons aux structures qui peuvent créer au moins 5 emplois, de 5 à 15 millions de francs CFA gratuitement. Donc, il n'y a pas de solution, mon cher, pour relancer l'économie du Cameroun. Il n'y a pas de solution. Il faudrait industrialiser l'économie du Cameroun. Et pour industrialiser l'économie du Cameroun, il faut procéder par la ruse. Ça veut dire s'insérer dans des chaînes de valeur. Et la seule façon de s'y insérer, c'est d'aller directement en Chine, en Asie du Sud-Est, voir les entreprises occidentales qui ont été délocalisées là-bas. Et c'est là donc que l'API, l'Agence de promotion des investissements, doit œuvrer, doit travailler. Allez donc, vous parlez d'espionnage, allez savoir, à partir de nos ambassades dans ces pays, qu'est-ce que les entreprises occidentales produisent dans ces pays. Et voir quelles matières premières partent de l'Afrique pour produire dans ces usines en Asie. Et dire aux Occidentaux, ce n'est pas possible. Pourquoi faire 18 000 km entre l'Afrique et l'Asie, alors que vous pouvez en faire 0 et 3 000 km maximum pour produire? Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des gens qui pensent d'abord à leurs intérêts. C'est des gens qui veulent être convaincus scientifiquement. Il faut donc le leur prouver ces avantages comparatifs, les prouver scientifiquement. Et avant les bailleurs de fonds internationaux, oui. Quel est le rôle des privés locaux chez nous? Oui, mais les privés locaux, mais quand vous dites même des privés, j'en souffre parce qu'en fait, les privés, tous les capitaux, citez-moi une seule entreprise que vous connaissez au Cameroun qui n'a pas de capitaux extérieurs. Il n'y en a pas, en dehors des petits débrouillards. Mais les seules entreprises, je vous prends un cas, moi pour embrayer dans votre question, je prends un cas des brasseries. Savez-vous que le maïs, par exemple, aux brasseries du Cameroun est importé? Ce n'est pas normal. Il est importé, oui. Il est totalement importé. Ça peut se résoudre. Moi, je peux vous dire, pour les enquêtes que nous menons, ils disent notre production n'est pas suffisante. Elle n'est même pas de qualité. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, si vous mettez un peu d'argent, vous organisez la filière maïs au Cameroun, tonnage après tonnage, vous allez y arriver. Et vous allez satisfaire le marché. Savez-vous ce que nous pouvons engranger notre économie? Si jamais le maïs seul commence à se faire transformer par les industries brassicoles au Cameroun, ça c'est techniquement possible. Il y a des inquiétudes sur l'endettement ou le niveau d'endettement du Cameroun? Bien sûr, ça commence à devenir un peu dur. Il y a 2 ans, ce n'était pas dur, mais là, ça commence à devenir dur. Actuellement, on est en train de s'endetter. Vous savez, les critères de convergence de la CEMAC sont assez clairs. Nous ne devons pas être au-delà de 70% du PIB. Et nous commençons déjà à avoisiner les 40%, je crois 42% du PIB. Donc, il faut faire attention. Mais encore une fois, j'ai toujours dit, l'endettement n'est pas une mauvaise chose, dès lors que cet endettement finance le capital. Elle est mauvaise quand elle finance la consommation. D'ailleurs, le chef de l'État récemment l'a dit, en parlant de la qualité de la dépense, quand il parlait des différents axes, quand il disait qu'il faudrait qu'on puisse transformer notre économie avec un taux de croissance par le biais d'un taux de croissance à 8%, il a dit qu'il faudrait qu'on fasse attention à la qualité de la dépense. Donc, ce n'est pas l'endettement qui est mauvais, dès lors que cet endettement est soutenable. Il y a des pays très endettés qui ne se portent pas mal aujourd'hui. Qui ne se portent pas mal ou bien qui se portent bien? Qui se portent pas mal. Donc qui se portent bien, très endettés. Pratiquement, oui. Bien sûr, bien sûr. En fait, ces critères de convergence, en fait, c'est comme des garde-fous. C'est comme, je vous prends le cas, les États-Unis, vous savez, c'est l'un des pays les plus endettés au monde. Absolument. Ils vont très bien. Ce n'est pas là le problème. Je vous ai dit, c'est la qualité de l'endettement, la qualité de la dépense. Si vous investissez votre dette, quel que soit le niveau d'endettement, vous l'investissez dans le capital
C'est ce qui vous permet d'avoir une bonne vie à long terme pour vos concitoyens et votre économie. René Martin Tonien, vous étiez l'invité d'Actualité Hebdo ce dimanche et merci de votre disponibilité. Merci. Madame, Messieurs, Actualité Hebdo s'achève. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Dimanche prochain est un autre jour. Bonsoir. Je m'appelle Thomas Nkomo. À une époque, j'ai joué et j'ai ennoblé le championnat national de mon pays, le Cameroun. Ensemble, faisons rayonner l'ambition de ceux qui nous succèdent à l'occasion du Total Chan Cameroun 2020. Total African Nations Championship Cameroun 2020. Le Cameroun célèbre le talent sportif africain. Du 16 janvier au 7 février 2021, dans les sites de Yaoundé, Fandena, Douala, Bepanda, Douala, Japoma et Limbe, Bouya.